Aujourd'hui, nous poursuivons notre veille concernant l'application des recommandations destinées aux personnes séropositives souhaitant allaiter. Pour en faire un bref résumé, les recommandations de la Haute Autorité de Santé concernant VIH et grossesse ont été publiées il y a à peu près 2 ans. Les choses avancent, un observatoire est opérationnel, une cohorte va voir bientôt le jour et les hôpitaux adaptent actuellement leurs services. Pour en parler aujourd'hui en studio, j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Laurent Mandelbrot, chef du service gynécologie obstétrique à l'hôpital Louis Maurier. Bienvenue. Bonjour. Le professeur Jeanne Sibude, gynécologue obstétricienne à l'hôpital Trousseau. Bienvenue. Bonjour. Le professeur Pierre Frange, pédiatre à l'hôpital Necker. Bonjour. Et le docteur Perla David Chevalier, praticienne contractuelle à l'hôpital de jour et médecin et études cliniques à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Bonjour. Bienvenue, merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci beaucoup au professeur Mandelbrot qu'on a sollicité plusieurs fois pour qu'il intervienne à notre émission des radios. Et justement, je voudrais commencer par le professeur Mandelbrot parce qu'on a parlé de cet observatoire, l'observatoire Lactavi. Il a déjà commencé les inclusions. Déjà, on peut expliquer à nos auditeurs qu'est-ce que c'est un observatoire, c'est quoi le but de Lactavi et nous en sommes à quel moment? Voilà, quand on a commencé à ouvrir à l'allaitement maternel, on s'est bien sûr posé la question dans la vraie vie, en pratique, qu'est-ce qui se passe exactement? Et surtout, on a l'idée que si la femme enceinte qui pendant tout l'allaitement a une charge virale indétectable, il n'y aura pas de transmission, pas de risque pour le bébé, et on voudrait le confirmer. C'est très important parce qu'il y a des données qui sont encore pas très très nombreuses et qui viennent souvent d'Afrique. Donc d'avoir ça pour chez nous. Donc l'observatoire Lactavi, l'idée, c'est que le plus possible, toutes les femmes qui pratiquent un allaitement maternel, on leur propose et qu'on puisse avoir le suivi de l'enfant. C'est purement un suivi vraiment très très basique, très simple. Et l'idée, c'est que ça soit partout et le plus complet possible. Voilà. Du coup, ça concerne les femmes qui choisissent de rentrer dans... C'est uniquement les femmes qui allaitent. Alors, l'idée, c'est pas de voir quelle est la proportion de femmes qui choisissent l'allaitement, mais parmi les femmes qui allaitent, et avoir le suivi pendant toute la durée de l'allaitement, jusqu'à ce qu'on puisse dire que l'enfant n'a rien, et enfin, en tout cas, le confirmer. Et il y a une information et un accord oral pour la participation. Ça reste bien sûr complètement anonyme et c'est ça le principe de l'observatoire. Et il y a déjà des femmes qui sont rentrées dans... Alors, on a commencé les inclusions il y a 1 an maintenant pratiquement, en mars de l'année dernière. On est à 112 inclusions maintenant, c'est-à-dire depuis le début. Et c'est beaucoup trop tôt pour en tirer des conclusions, puisqu'on a le suivi complet de l'enfant pour à peu près une trentaine. C'est encore très tôt, mais enfin c'est une étude qui est plutôt une des plus grandes déjà par rapport à ce qui se fait au niveau européen, par exemple. Est-ce qu'on peut avoir quelques petits résultats déjà? C'est trop tôt. C'est un peu tôt pour avoir des résultats. Comme je vous dis, il n'y a que 30. Alors bien sûr, heureusement, sur les 30 enfants qui sont suivis après, l'idée c'est d'avoir de vérifier que l'enfant n'a pas acquis l'infection à VIH. Et donc il faut 3 mois après la fin de l'allaitement. Donc souvent, ce sont des allaitements... ce qui est recommandé, c'est plutôt d'allaiter 6 mois ou moins. Et au moment où l'enfant commence à diversifier son alimentation, de mettre en route un sevrage. Mais il y a beaucoup de femmes qui choisissent d'allaiter plus longtemps que ça. Donc sur 1 an, d'abord, il y en a qui ont commencé il n'y a pas très longtemps, et d'autres qui sont encore en cours d'allaitement. Donc il n'y a qu'une trentaine pour lequel on peut dire aujourd'hui qu'on a le suivi et que l'enfant n'est pas infecté. Sachant que dans les recommandations, on parle d'un allaitement exclusif de 6 mois, mais dans la vie réelle, on sait qu'il n'y a pas une barrière aux 6 mois. Voilà, alors d'une part, il n'y a pas une barrière parce que c'est un choix de la mère, de l'enfant, des deux, quoi. Bien sûr, il y a aussi parfois des complications qui font qu'il y a un arrêt plus précoce. Et puis il y a un certain nombre de femmes qui trouvent que c'est difficile de faire un allaitement exclusif
alors, qui se retrouvent à faire un allaitement mixte, on peut en discuter. Enfin, nous, on n'est pas, on manque un petit peu de données sur ce sujet. C'est pas quelque chose qui est strictement recommandé, mais ce qui est souvent pratiqué et qui dans le contexte où la mère a une charge virale complètement indétectable, prend le traitement tous les jours, et en plus on a un filet de sécurité qui a un traitement préventif chez le bébé, donc on n'est pas inquiet du fait qu'il y ait des allaitements mixtes en réalité. D'accord, on pourra sûrement revenir sur ce données. Et on va un peu poursuivre, on a parlé, en introduction, j'ai parlé de la cohorte ANRS Viropreg, que c'est quelque chose de beaucoup plus large. C'est la grossesse qui est tout prise en charge. Je vous laisse nous expliquer de quoi s'agit-il. Merci. Oui, alors Viropreg, c'est une cohorte multicentrique, c'est-à-dire qu'on inclut les femmes enceintes au cours de la grossesse, donc dans une trentaine de centres en France métropolitaine et dans les DROM. C'est une cohorte qui a de nombreux objectifs qui ne sont pas uniquement liés à l'allaitement, bien sûr, puisque oui, on va prendre en compte toute la grossesse, mais aussi le développement de l'enfant, et on va suivre les enfants jusqu'à l'âge de 4 ans, puis de 7 ans. Donc il y a tout un panel d'objectifs différents. Mais sur le plan de l'allaitement, c'est aussi une cohorte qui est complémentaire de l'Observatoire Lactavie, puisqu'on va recueillir chez les femmes qui sont incluses dans la cohorte le choix de réaliser un allaitement maternel ou non. Donc là, on pourra justement avoir parmi l'ensemble des femmes dans chaque centre la proportion de femmes qui ont choisi un allaitement. Et puis, chez ces femmes qui réalisent un allaitement maternel, eh bien, on va aussi avoir des objectifs un peu plus approfondis de recherche, notamment pharmacologiques, avec le dosage des antirétroviraux dans le lait, par exemple, ou la recherche de l'exposition aux antirétroviraux chez les enfants. Donc voilà, c'est une cohorte qui est complémentaire, mais qui est plus interventionnelle, et donc qui nécessite que les femmes signent un consentement pour participer à cette recherche au cours de leur grossesse et au moment du choix de l'allaitement. Elle n'a pas encore commencé, la cohorte Viropreg, mais elle est sur le point de commencer, puisque les inclusions devraient démarrer mi-mars. Et vous avez dit on aura la proportion des femmes qui ont choisi l'allaitement. Est-ce qu'on aura une vision sur celles qui ne l'ont pas choisi, les raisons ? Oui, donc on recueille aussi effectivement le choix de l'allaitement. Et puis il y a un suivi particulier pour celles qui font l'allaitement maternel, et un suivi qui est un peu différent pour celles qui ne font pas ce choix. Et oui, on recueille aussi un certain nombre de caractéristiques des femmes pour pouvoir comparer celles qui choisissent l'allaitement et celles qui choisissent l'allaitement biberon. Et puis aussi, on aura certaines données sur les raisons du choix. Est-ce que, professeur Franch, vous voulez compléter ? Vous êtes directeur scientifique de Viropreg ? Oui, je pourrais compléter en disant que dans le cadre de cette cohorte, on prévoit également de questionner les femmes sur un certain nombre de facteurs qui peuvent indirectement influencer leur choix ou non d'allaiter, notamment les expériences de discrimination qu'elles ont pu vivre dans leur vie par rapport au fait qu'elles sont porteuses du VIH, ou un certain nombre de critères comme ça qui nous aideront aussi à préciser tout ce qui pourrait dans leur vie, en tout cas, avoir influencé, alors c'est pas uniquement sur l'allaitement, mais en tout cas aussi sur leur choix d'allaiter ou pas. L'autre chose que je voulais préciser, c'est qu'à la différence de l'Observatoire actuellement Lactavie, où n'importe quelle femme en France qui s'engage dans un processus d'allaitement peut participer, de façon anonyme, bien sûr, à l'Observatoire Lactavie, la cohorte Viropreg, elle, sera centrée sur certains centres hospitaliers, alors qui sont disséminés partout, effectivement, en France métropolitaine et ultramarine. Mais ce n'est pas n'importe quelle femme en France, du fait que c'est une organisation assez lourde, pour le coup, à mettre en place au sein des hôpitaux. Donc, il est possible que les femmes qui nous écoutent, suivant l'endroit où est suivie leur grossesse, on ne leur propose pas de participer à cette cohorte parce qu'elle n'est pas déployée dans le centre où elles sont suivies. Voilà. Oui, effectivement, seulement dans une trentaine de maternités, ce qui est déjà beaucoup, mais une trentaine de grosses maternités affiliées à des centres d'infectiologie et de pédiatrie, donc en France métropolitaine, et il y a 5 centres dans les DROM également. D'accord. Et par rapport à Viropreg, c'est une question d'analyse qui va durer des années. Il va y avoir 3 ans d'inclusion. Et donc après, les analyses seront faites dans l'année qui suit la fin des inclusions. Il y aura probablement déjà des analyses intermédiaires avant. Mais en tout cas, on compte 3 ans d'inclusion et environ 1200 femmes à inclure au total.
D'accord. Et déjà, j'ai voulu commencer par ça parce que on a toujours dit, depuis qu'on a commencé à parler de la possibilité de l'ouverture de l'allaitement aux femmes vivantes avec les VIH, de recherche, du manque de recherche. Le professeur Mandebo l'a dit aussi. Là, on a un observatoire, une cohorte qui va s'ouvrir. À votre avis, voilà, c'est déjà assez, c'est déjà beaucoup. Vous trouvez qu'il manquerait encore quelque chose? Qu'il faudrait revenir sur certains détails. Oui. Alors, non, je ne sais pas si je répondrai précisément à votre question dans le contexte de la France, mais oui, bien sûr, il manque beaucoup d'informations encore, auxquelles j'espère qu'on pourra répondre en partie avec l'Observatoire et la cohorte. L'une des choses, je dirais s'il manquait deux choses. La première, c'est dans les autres pays que la France, et notamment les pays à bas et moyen niveau de ressources, où les femmes n'ont pas forcément accès à des traitements aussi efficaces ou aussi continus avec des ruptures d'approvisionnement en médicaments qui arrivent, ce qui n'arrive pas en France, et qui ont moins d'accès à la charge virale, etc. On sait que le risque de transmission du virus par l'allaitement maternel peut être dans certains cas plus important que ceux qu'on voit en France, en tout cas dans les circonstances où on l'accompagne. Donc là, pour le coup, oui, il manque encore de recherche. Enfin, il y a des recherches en cours, mais pour déterminer la meilleure stratégie pour permettre dans ces pays, notamment en Afrique subsaharienne, de permettre l'allaitement avec encore moins de risques de transmission que celui qui existe actuellement. On n'est pas encore à zéro risque de transmission, en tout cas, lié aux différences de système de santé d'une manière générale. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'actuellement, on accompagne l'allaitement dans des situations de contrôle virologique absolument optimal en France, donc chez des femmes dont l'infection est parfaitement contrôlée durant toute la grossesse, etc., durant tout l'allaitement. Il est possible d'imaginer pour le futur, en tout cas, qu'on puisse éventuellement accompagner certaines demandes d'allaitement dans des situations un peu moins optimales, mais avec d'autres stratégies pour permettre de prévenir la transmission du virus, d'autres stratégies de traitement ou de prévention. Et ça, on ne sait pas encore bien prédire, chiffrer le risque de transmission quand la situation n'est pas tout à fait aussi optimale. Donc là, pour le coup, on manque encore de données qu'il va falloir tout à explorer. fait. On est aussi dans un moment très particulier avec l'innovation scientifique des médicaments et la prise de ces médicaments. Vous voulez intervenir, c'est ça, professeur ? Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire professeur Frange. Je me disais aussi que, alors sur le contexte français, là, les deux études vont permettre d'apporter, je pense, beaucoup de renseignements. Ce sont des études qu'on appelle quantitatives, c'est-à-dire qu'on mesure beaucoup de choses, mais qu'elles vont probablement devoir être complétées par ce qu'on appelle des analyses plutôt qualitatives, c'est-à-dire avec des entretiens avec des professionnels de santé et avec des femmes en situation d'allaitement pour essayer ensuite, une fois qu'on aura ces mesures, de comprendre les freins et au contraire les facilitateurs de l'allaitement dans cette situation. Voilà, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore déployé, cette recherche qualitative qui se mène avec des entretiens personnalisés au sein de Viropreg, mais qui pourrait en faire partie par la suite. Oui. Je partage complètement aussi ce qu'a dit Pierre Frange et ce qui vient d'être dit, mais par rapport aux personnes qui écoutent l'émission, il faut se dire que ce qu'on met en place, il faut quand même du temps pour qu'on ait les réponses. Et donc, déjà, je crois qu'avec ce qu'on est en train de discuter là, il y aura énormément d'informations qui pourront éclairer les choix, qui pourront éclairer les médecins, qui pourront éclairer les femmes vivant avec le VIH et les familles. Mais il faudra du temps pour avoir ces réponses. Ça ne se fait pas en quelques jours. Et on a parlé plusieurs fois que aussi les recommandations pourront évoluer à la suite de ces nouvelles informations. Absolument. Que nous pourrons Tout le monde attend, par avoir. exemple, est-ce qu'on a besoin de faire un traitement préventif chez le bébé pendant l'allaitement comme filet de sécurité. C'est un choix qu'on a fait en France qui n'a pas été fait dans certains autres pays. On aura une réponse un jour, mais il faut quand même du temps parce que c'est pas à propos de 3 cas qu'on peut conclure. Il faut quand même faudra du recul. Et également, donc, ce qui est très important, ce qu'a dit Pierre Frange, c'est que si des femmes qui n'ont pas eu un contrôle parfait de leur infection au VIH pendant plus de 6 mois allaitent, on ne sait pas pour l'instant si c'est dangereux ou pas. On le saura que quand
un peu plus de recul aussi. Tous ces éléments-là sont très importants. Tout à fait. Je veux juste rebondir sur une dernière chose dite par le professeur Frange. Ça nous a beaucoup, ça m'a soulevé beaucoup de questions, mais juste pour informer nos auditeurs, Pierre Frange a parlé du coup des ruptures des stocks des médicaments dans les pays du Sud et le fait que pour l'instant, en Afrique subsaharienne, l'allaitement maternel est conseillé parce qu'il y a des situations de pollution de l'eau pour la préparation du lait artificiel, entre guillemets. Mais les choses ils pourront changer. Vu qu'il y a ces ruptures des stocks, les femmes ne pourront pas prendre correctement leurs médicaments. Et justement pour ça, très bientôt, nous allons recevoir un médecin du Congo qui va nous justement parler de la situation qu'il y a actuellement. Parce que pour nous, c'est quelque chose de très alarmant. Mais ça, c'est un discours plus général qui va au-delà de cette émission d'aujourd'hui. Pour revenir aujourd'hui, terrain, France, hôpitaux, qu'est-ce qui se passe dans vos hôpitaux différents? Je propose de commencer par le Kremlin-Bicêtre. Est-ce que depuis l'ERECO, il y a une adaptation des services? Il y a quelque chose qui a été mis en place? Oui, nous, on attendait beaucoup les recommandations parce que c'était quand même une demande des femmes d'avoir cette possibilité d'allaiter. Puis, c'était, parfois un risque de stigmatisation vis-à-vis de leur famille, vis-à-vis de leur environnement. Donc, dès qu'il y a eu les recommandations, nous, on a déjà autorisé 11 femmes à allaiter. Et on a aussi inclus 9 patientes dans l'Actavie. Donc, c'est bien sûr une décision qu'on prend en commun avec la femme. Donc, bien entendu, pour l'instant, comme on a dit, c'est plutôt des femmes qui sont dans des conditions un peu idéales, avec un contrôle optimal du VIH, ou qui ont un suivi régulier, qui n'ont pas de problème à venir faire leurs examens, etc. Donc, en général, c'est quelque chose où soit les femmes sont déjà informées, soit nous, on informe les femmes lors de leur suivi. Donc, lors de leur grossesse, les femmes VIH, elles sont suivies en général mensuellement. Donc, dans notre hôpital, c'est réparti où elles sont suivies par une gynécologue qui est référente pour les femmes vivant avec le VIH et par une des infectiologues qui fait partie d'un staff qu'on nomme le staff grossesse et VIH. Et donc, les femmes, une fois par mois, voient leur gynécologue et leur infectiologue. On les informe sur l'allaitement. On discute en amont des conditions, notamment la nécessité d'une prophylaxie néonatale et d'un suivi régulier pendant toute la durée de l'allaitement. Et en fonction, lors d'un staff qui a lieu de manière en général tous les 2 mois, où sont présents une virologue, des infectiologues, une pédiatre référente et une gynécologue, on parle des femmes qui souhaitent allaiter et on voit est-ce que les conditions sont remplies, quelles pourraient être les limites, comment on peut les aider pour mettre en place l'allaitement. Et si on est favorable à l'allaitement, on en discute avec la femme, on lui rappelle les conditions et lors de l'accouchement, je lui ai remis une petite plaquette d'information pour lui rappeler comment doit avoir lieu son suivi. Bien sûr, elle est inclue dans l'Actavie, après son accord, et on organise son suivi à l'issue de l'accouchement. Donc pendant toute la durée de l'allaitement, les femmes, elles doivent faire un suivi biologique régulier. Donc ça, en général, c'est quand même des femmes qui ont souvent, parfois plusieurs enfants. Ça peut être assez lourd de venir à l'hôpital. Déjà, elles sont venues à l'hôpital pendant toute la grossesse. Donc, on essaie de mettre en place avec elles. On leur propose parfois de faire des bilans en ville avec téléconsultation et de venir qu'à 3 mois par rapport à l'accouchement. Et toutes les données sont recueillies par notre technicienne. Et s'il manque, par exemple, on rend compte qu'il y a une femme qui n'a pas fait son bilan, on la rappelle. Le but, c'est vraiment de l'accompagner. Et c'est là où je trouvais que les données de l'Actavie, où ça va être vraiment des données de vraie vie, parce qu'effectivement, dans les recommandations, on dit faut un allaitement exclusif. En pratique, quand on est une femme, qu'on a des enfants, qu'on est fatigué, parfois c'est difficile, l'allaitement exclusif. Et nous, notre but, bien sûr, on essaye d'encourager les femmes au maximum sur l'allaitement exclusif, mais on ne veut pas non plus les culpabiliser si à un moment elles donnent un biberon. Et ça, c'est bien parce que dans l'Actavie, on recueille est-ce qu'il y a eu un moment de l'allaitement mixte, etc. Et ça va pouvoir aussi rassurer à la fois les soignants sur le terrain,
les femmes et aussi même les soignants qui ne sont pas sensibilisés au VIH. Et nous, vraiment, le but, par exemple, de la plaquette d'information, c'est que, les femmes, comme ça, on leur rappelle leurs conditions, et même quand elles vont en PMI ou quand elles vont voir une sage-femme de ville, un pédiatre de ville, elles ont déjà une feuille qui résume tout leur suivi, et il y a aussi des numéros où peuvent appeler les soignants pour qu'on leur donne les informations, parce que pendant longtemps, l'allaitement était contre-indiqué chez les femmes vivant avec le VIH, et on a eu un moment une femme où elle est rentrée en PMI, on lui a dit non, il ne faut surtout pas allaiter, et donc elle s'est sentie très stigmatisée, elle a pris peur. Donc pour d'autres raisons, elle a arrêté l'allaitement, mais c'est vrai qu'il y a aussi informer les professionnels sur le terrain non sensibilisés à la thématique qui est très important. Oui, d'ailleurs, vous avez dit, vous avez produit vous-même une plaquette d'information que vous remettez à la femme. Oui, c'est notre technicienne d'études cliniques qui est spécialisée chez les femmes enceintes vivant avec le VIH, qui fait partie de notre staff et qui a produit cette plaquette, et nous l'avons tous relue. Et sur cette plaquette, en fait, c'est résumé les conditions optimales pour l'allaitement, comment doit avoir lieu le suivi, à la fois de la mère et du bébé, et il y a une série de numéros avec les numéros à la fois de la pédiatre, des gynécos, notamment s'il y a des problèmes de mastite ou autres, et les numéros aussi des infectiologues qui peuvent être joignables à tout moment, que ce soit par la femme ou par un soignant en ville. Ça, je trouve que ça touche un point très important, que c'est les informations partagées aux professionnels de santé et aux femmes, aux personnes qui décident d'allaiter. Comme vous le savez peut-être, le comité des familles, notre association a produit 2 guides, une à destination des patientes, une à destination des professionnels de santé, un outil DTP pour éviter qu'après quand on va à la PMI, on prend peur. Est-ce que aussi dans votre différents hôpitaux, il y a des exemples qui se sont produits comme aussi au Crémin Bicêtre? Vous avez produit des instruments d'information ou vous utilisez les guides du comité des familles, peut-être? Alors à Trousseau, nous, on a une organisation qui est très proche de celle qui vient d'être décrite au Kremlin-Bicêtre. En revanche, on a des petites différences et on n'a pas produit de guide particulier. On utilise aussi les questions qui avaient été élaborées au cours des recommandations, où il y avait des questions directement comme si elles étaient posées par les patientes avec des réponses apportées par les professionnels de santé. Donc ça, c'était une synthèse qui avait été élaborée pendant les recos. Pour ce qui est des petites différences sur l'organisation, on a aussi une consultation prénatale qui est vraiment dédiée à l'allaitement pour les patientes, avec une pédiatre et une psychologue. Et c'est une consultation longue qui dure 1 heure, 1 heure et demie, où on reçoit les femmes et le conjoint, si celui-ci souhaite être présent et que la femme le souhaite également. Donc ça, c'est une consultation prénatale. On a aussi des staffs qui ont lieu tous les 2 mois, où on discute de la possibilité de l'allaitement. Pour la suite de la prise en charge, pour les femmes qui allaitent, on a la chance de pouvoir demander aussi à une sage-femme qui est conseillère en allaitement et qui travaille spécifiquement avec les femmes qui vivent avec le VIH. C'est une sage-femme qui travaille à la Pitié-Salpêtrière, mais comme on est le même groupe hospitalier avec Trousseau, on a la chance de pouvoir compter sur elle. Et donc, elle voit certaines de nos patientes pour justement les discussions qu'on évoquait tout à l'heure sur l'arrêt de l'allaitement, le sevrage, des choses qui sont très nouvelles pour certaines de nos patientes. Comment est-ce qu'on gère aussi les complications de l'allaitement, elle peut les voir à ce moment-là. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui est très prisé par les femmes qui vivent avec le VIH et qui allaitent. On continue les tours de table par rapport à cette question, du comment sont mises en place les recommandations dans votre hôpital. Après, j'ai d'autres questions. Alors, Anne-Claire, oui, pour le coup, je vais aller assez vite parce que l'organisation est relativement similaire. Il se trouve que lors de la consultation anténatale, pendant la grossesse, les femmes me rencontrent moi en tant que pédiatre qui vais suivre leur bébé. Elles rencontrent également l'une des pédiatres spécifiquement sur les questions d'allaitement.
et ce qui leur permet, quand elles sortent de la maternité, d'avoir un contact. Et ça, c'est extrêmement important que les femmes osent demander, enfin osent poser la question, en tout cas qu'elles ne sont pas seules une fois qu'elles sont à domicile en attendant leur premier rendez-vous de consultation, quand elles ont des questions spécifiquement sur l'allaitement. J'ai des crevasses, j'ai l'impression de ne pas avoir assez de lait, ou je m'en sors pas, ou comment je fais, enfin, ce qui est indépendant parfois de la question du VIH, mais s'y ajoute après, évidemment, la crainte éventuellement de transmettre ou pas, en tout cas qu'elles sachent vers qui se tourner. Et souvent, c'est pas leur infectiologue qui aura forcément les questions sur comment je gère l'allaitement parce que j'ai des crevasses, ça me fait trop mal, etc. Donc c'est important qu'avant, la plupart du temps, avant de sortir de la maternité, de fait, les coordonnées leur sont confiées. Mais si jamais c'était pas le cas, qu'elles n'hésitent pas à demander à qui je suis censé appeler si j'ai vraiment une question qui soit joignable et qui sache me répondre avec bienveillance. Et voilà. Et après, en termes d'organisation pratique, non, c'est relativement similaire. On n'a pas, nous, produit de plaquettes particulières pour accompagner ces femmes. Professeur Mandelbrot. Oui, c'est très similaire à Louis Mourier, mais ce qui me frappe, c'est qu'il y a quand même un volet qui est à l'oral. Hein. L'écrit, c'est important juste pour le moment où on est seul au monde et qu'on ne sait plus très bien, c'est un anti-sèche en quelque sorte, de temps en temps. Et je pense que c'est important d'avoir des éléments tout à fait pratiques, mais c'est un accompagnement et c'est toutes ces discussions effectivement en cours de grossesse qui font que c'est structuré. Le fait que les médecins, l'ensemble des médecins de l'équipe, pédiatres, obstétriciens, infectiologues, se rencontrent, discutent et soient sur la même longueur d'onde, ça c'est fondamental, c'est très rassurant. Qu'il y ait des conseillères en lactation, que les femmes les rencontrent pendant la grossesse. Et puis généralement, elles se tournent vers les numéros de téléphone et les gens qu'elles ont connus pendant tout le temps de la grossesse et ceux qui suivent l'enfant. Donc c'est pas si compliqué quand même, je pense, de trouver ce contact. Ce qui a été soulevé, nous on n'a pas eu de problème avec la PMI, mais on l'a anticipé aussi parce que effectivement c'était un grand... Ils ont tendance à pas forcément être toujours au courant, donc c'est important que les femmes aient l'information et disent que c'était avec l'accord de la maternité qu'elles allaitent. Donc nous, jusqu'à présent, on a commencé un petit peu avant les recommandations, pour tout dire. Donc on a une 15 femmes qui ont été suivies pendant l'allaitement chez nous. Il n'y a pas eu de problème majeur. Ce qui nous a frappé, c'est que beaucoup de ces femmes ont continué l'allaitement bien après 6 mois. Ça, c'était la principale chose. On a la majorité, la plupart maintenant ont terminé. On sait que l'enfant n'a rien eu. Et je dirais qu'une des leçons, c'est que c'est à peu près un tiers des femmes qui ont accouché, un peu moins. Et parmi celles qui n'ont pas allaité, la plupart du temps, c'était un choix personnel. C'est pas parce que nous, on a dit que c'était pas raisonnable, c'est parce que ça leur paraissait pas commode, qu'elles étaient fatiguées, qu'elles pensaient qu'elles préféraient finalement donner le biberon. Alors je me méfie un tout petit peu parce que parfois ça peut être aussi lié à la peur qu'elles ont. Il y a des femmes par exemple qui sont nées vivant avec le VIH. On leur a dit qu'elles avaient eu le VIH par l'allaitement par exemple de leur maman. Donc ça leur fait comme ça de façon symbolique un peu peur. Enfin, c'est pas uniquement un choix comme ça, sur quoi un choix qui résonne avec leur passé aussi. Voilà, ça c'est vraiment, je dirais, aujourd'hui la chose la plus frappante. C'est que nous, on pensait que tout le monde voudrait allaiter, mais c'est pas toujours le cas. Ouais. Non, il y a beaucoup de barrières encore. Oui, moi je peux rebondir là-dessus. Alors, parce qu'à Trousseau, nous, pour l'instant, on n'a eu que 3 femmes qui ont fait le choix d'allaiter sur, je pense, une vingtaine. Donc, on est à moins d'un tiers. Alors, peut-être que sur les 20, l'ensemble n'était pas en situation optimale. Mais on a quand même beaucoup de femmes qui sont en situation optimale et qui font le choix de ne pas allaiter. Et alors, pour beaucoup de raisons diverses, il y a des femmes qui ne souhaitent pas allaiter tout simplement parce qu'elles nous disent « non, moi, ça, c'était pas mon choix », comme chez quelqu'un qui ne serait pas séropositif. Mais aussi, il y en a qui ont une peur résiduelle, comme disait le professeur Mandelbrot, et qui nous disent « si vous me dites qu'il faut que mon enfant prenne un traitement en plus », qu'il faut que moi je fasse une charge virale tous les mois alors que sinon je passais à tous les 6 mois et qu'il faudra faire une prise de sang en plus à mon enfant,
c'est que vous pensez que c'est pas 0,0, et si vous pouvez pas me dire que c'est 0,0, pour moi c'est pas envisageable. Et ça, c'est un discours que nous, on a quand même assez régulièrement chez les femmes. Et puis, il y a 1001 raisons, mais une autre que je voulais citer, c'est qu'on a dit en tout début d'émission que le fait d'allaiter pouvait diminuer la stigmatisation vis-à-vis de la famille, notamment parce que parfois, le fait de ne pas allaiter pouvait un peu donner une indication à la famille qu'il y avait un problème de santé, et que quand les femmes n'avaient pas divulgué leur statut, soit auprès de leur conjoint, soit auprès de leur famille, le fait d'allaiter pouvait améliorer ça. Et nous, on observe plutôt l'inverse, c'est-à-dire que c'est plutôt les femmes qui ont choisi de ne pas divulguer leur statut auprès de leur conjoint qui ont peur que l'allaitement, et donc la médicalisation un peu qui va avec, c'est-à-dire les prises de sang supplémentaires et le traitement supplémentaire pour l'enfant, les mettent un peu en danger d'être découvertes de ce côté-là. Et donc ça, c'est quelque chose auquel on ne s'attendait pas, parce qu'au contraire, on s'était dit ça va les aider, les faits d'allaiter. Et finalement, paradoxalement, on a pu observer que parfois, c'était une raison de choix de non-allaitement. Tout à fait. Vous avez anticipé ma question suivante, parce que je voulais rajouter à les limitations par rapport à l'allaitement, justement, c'est le fait d'avoir peur qu'on découvre la séropositivité en donnant la prophylaxie pré-exposition au bébé. Justement, si on a décidé de ne pas divulguer sa séropositivité. Est-ce que vous pouvez nous dire au niveau du coup des médecins, comment vous agissez il y a toujours le secret quand une personne ne veut pas divulguer son statut, mais vis-à-vis du conjoint, quand les analyses concernent le bébé. C'est très compliqué, il y a trop de sujets qui rentrent dans le champ. Qu'est-ce que vous faites ? Les pédiatres pensent peut-être différemment. On en parlait justement tout à l'heure. Oui, c'est un point central. Alors c'est un point central, parce que sur un plan purement légal, après on va parler de la vraie réalité, vie, oui. Mais sur le plan purement légal, le médecin, en l'occurrence le pédiatre, est dans la double injonction d'être obligé d'informer le co-titulaire de l'autorité parentale, donc en général le père, si on fait simple, de l'état de santé de son enfant, et donc du coup de la raison de son suivi, etc. Et dans l'interdiction absolue de révéler à qui que ce soit le statut sérologique de la mère, et donc notamment de le révéler à son conjoint. Donc, alors, en réalité, dans la vraie vie, entre guillemets, la problématique est relativement peu fréquente dans nos consultations, dans le sens où les pères qui ne sont pas informés, pas du tout, c'est rarement ceux-là qui amènent l'enfant en consultation. Donc, enfin, ça arrive, bien sûr, mais c'est rarement ceux-là qui viennent seuls en consultation en disant « Au fait, pourquoi mon enfant est suivi ?» Enfin, c'est dans grande majorité des cas de ces non-divulgations au sein du couple, à vrai dire, ça pose assez peu de problématiques pour le médecin qui suit l'enfant. Ça peut arriver qu'il y ait des questions très directes, auquel cas on essaye de concilier la double injonction légale sans ne donner d'informations sur le dossier médical de la mère, mais en disant effectivement qu'on suit l'enfant. Donc il y a quelques situations, mais ça m'est arrivé, c'est moins de 5 fois depuis que j'exerce, donc ça fait un petit moment maintenant. La grande majorité des pères non informés, à vrai dire, ne viennent pas en consultation. Alors, ils viennent à la maternité, donc ça, moi, je n'ai pas cette expérience-là. Certains d'entre eux viennent pour la naissance du bébé, mais rarement pour le suivi pédiatrique. Ceci dit, indépendamment du VIH, la plupart des parents qui accompagnent leur enfant en consultation de pédiatrie, c'est beaucoup les mamans, dans la vraie vie. C'est rarement les papas. Oui. Tout à fait. Oui, pour compléter du côté gynéco-obstétricien, il y a une chose qui est très très claire sur le secret médical, c'est que tant que l'enfant n'est pas né, le secret médical qui concerne le statut de la mère est absolu. Donc il n'y a aucune dérogation, il est impossible d'avoir une quelconque raison de donner le statut de la mère au conjoint au cours de la grossesse. C'est légal et c'est du pénal. Donc là, il n'y a pas de doute. Mais après, effectivement, dès la naissance de l'enfant, il y a, sur le plan légal, une obligation d'information et même de consentement, normalement,
pour le co-titulaire de l'autorité parentale pour tout ce qui concerne la santé de son enfant. Et donc, quand on dit le consentement, ça veut dire que théoriquement, on devrait demander aux deux co-titulaires de l'autorité parentale s'ils sont d'accord pour l'administration de tout traitement qui sort de la routine. Et dans la routine, il n'y a que les vaccins. Dans la vraie vie, ça n'est pas ce qui est fait, comme disait Pierre Frange à l'instant. Mais c'est très important, je pense, au cours de la grossesse, d'expliquer quand même ça aux patientes pour qu'elles sachent que ça existe et que on va faire, nous, tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'il n'y ait pas de rupture du secret, puisque très souvent, c'est quand même quelque chose qui est très important pour elles et qui peut même les mettre en danger si ce secret venait à être rompu. Et ça, c'est très important pour nous de protéger nos patientes absolument. Mais on a cette double injonction qui peut poser des problèmes. Et puis, il y a une autre chose qui est plus récente, c'est l'apparition du dossier informatisé, qu'on appelle aussi le DMP, dossier médical partagé, qui pour l'instant n'est pas déployé partout. Mais il faut savoir que lors du déploiement de ce DMP, eh bien, toutes les données qui concernent l'enfant seront accessibles sur demande par les deux titulaires de l'autorité parentale. Et que donc, si le conjoint, le co-titulaire de l'autorité parentale, souhaite avoir accès à tout ce qui concerne son enfant, y compris les consultations en pédiatrie, les examens réalisés, eh bien, il le pourra sur le plan légal. Et donc ça, c'est vraiment, je pense, une information, en tout cas, qu'il faut donner aux femmes avant la naissance de l'enfant. Tout à fait. Vous avez peut-être peu de femmes dans cette situation concrète aussi parce que très certainement, les personnes décident de ne pas allaiter, de ne pas tenter la sort, de rester dans son anonymat et dans sa stigmatisation, probablement. Oui, professeur Mandeblo ? Enfin, la question dépasse largement l'allaitement. C'est pas parce qu'une femme n'allaite pas qu'elle règle cette question. Moi, ça me choque, je veux dire, quand on réfléchit, on se dit, on est en 2026. Ça fait des dizaines d'années, quand on regarde en arrière, effectivement, ce qu'a été l'épidémie du VIH. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres exemples qui vous viennent à l'esprit où ce secret est aussi tabou, qui est un tel tabou, quoi. C'est quand même fou qu'on soit encore dans la stigmatisation et que cette stigmatisation soit intériorisée à ce point par des gens. Je comprends, bien sûr, je le comprends et je le respecte. Mais c'est quand même, il faut quand même prendre un tout petit peu de recul en se disant, mais bon sang, comment se fait-il par n'importe quelle autre maladie, n'importe quelle autre infection, n'importe quoi d'autre, il n'y aura pas ce secret comme ça. Alors je veux bien juste réagir, je suis complètement d'accord avec vous. Il y a quand même, pour donner une note positive, il y a quand même des exemples assez fréquents de femmes et de couples pour qui qu'on a pu accompagner au cours de la grossesse sur la révélation du statut et pour qui ça s'est très bien passé. Donc voilà, il y a des cas où vraiment ça pourrait nuire à la femme, je pense que c'est tout à fait vrai, mais il y en a d'autres où ça peut être quelque chose qui est intériorisé mais qui, heureusement, n'a pas de conséquences réelles et des conjoints qui sont très soutenants et qui finalement sont contents d'être au courant et avec qui ça se passe très bien. Ça arrive aussi. Et moi, ce que je voulais ajouter, c'est que je trouve que parfois, à l'occasion d'une grossesse, c'est de reparler justement de la thématique de l'annonce au conjoint, faire famille ensemble, partager le secret. Parfois, c'est pas forcément lors de la grossesse qu'elles vont l'annoncer, mais ça commence à faire son chemin. C'est aussi des occasions où on peut rediscuter certaines thématiques, vu que justement, on suit maintenant les patients VIH qui vont bien, on les voit tous les 6 mois, voire parfois de manière plus espacée. Pendant la grossesse, on les voit tous les mois, donc c'est aussi l'occasion de traiter certaines autres problématiques, de revenir sur l'annonce, de ce que cela rappelle de leur passé, comment elles ont attrapé, refaire le point, notamment en éducation thérapeutique, revoir les croyances. Donc c'est vraiment l'occasion de tout ça. Et discuter de la grossesse, de l'allaitement, c'est rediscuter même de la sexualité, de toutes ces thématiques qui sont importantes. Et nous, vraiment, on a vu notamment, nous, la majorité des patientes qui ont allaité, c'est soit des patientes dont les conjoints étaient au courant. Et donc les conjoints étaient très contents
de venir, parce qu'on les accueillait aussi en consultation pour leur expliquer les modalités de l'allaitement et tout, et ça leur a vraiment donné l'occasion de s'investir encore plus dans la grossesse de leur femme. Moi-même, des fois, c'est les pères qui m'envoient les résultats de leur épouse. Et c'était vraiment un moment de partage entre la mère, le père, le futur enfant. On est d'accord ensemble sur la prise en charge. C'est moi qui irai chercher le traitement. Donc voilà. Et sinon, c'était des femmes dont les pères étaient absents pour diverses raisons. Moi, je pense que c'est aussi vraiment l'occasion de réinvestir aussi parfois le conjoint dans, en tout cas, la santé de sa partenaire, en tout cas. Oui. Merci beaucoup. Pierre Frange. Ok, parce que oui, c'est très intéressant tout ce que vous dites. Ça relance aussi la nécessité d'instruments de ETP, vraiment d'éducation thérapeutique, de manière plus diffusée. Je voudrais revenir sur parce que le temps passe vite, il y a beaucoup de questions, sur la question de l'allaitement exclusif. Qu'est-ce qu'ils disent les RECO concrètement? Qu'est-ce qu'il est fait? Et surtout, vous disiez que une des questions qui pourrait porter à l'évolution aussi des RECO et aussi des recherches à faire concerne aussi la question de l'allaitement exclusif, parce qu'on ne sait pas trop. Les recommandations, c'est de pratiquer un allaitement maternel exclusif, mais c'est nuancé même dans le texte lui-même, puisqu'on savait au moment de faire les recommandations que c'est pas possible d'exiger ça en permanence. Et aussi la base pour parler d'allaitement exclusif, il y a des raisons un peu théoriques pour craindre qu'un allaitement mixte pourrait représenter un risque. Mais c'est surtout des données qui étaient avant qu'il y ait des antirétroviraux, des conditions totalement différentes de celles d'aujourd'hui. On n'est pas très inquiet sur cette notion d'allaitement mixte. Alors, quand même, dans le démarrage d'un allaitement maternel, il y a aussi l'expérience qu'on peut avoir dans les maternités. C'est qu'une femme qui dit « je vais allaiter, mais juste un petit peu », et pas vraiment en n'étant pas convaincue et en donnant les biberons les 3/4 du temps, c'est pas des conditions optimales non plus pour mettre en route l'allaitement. Donc il ne faut pas aussi tout ramener au VIH. Encourager une femme qui a fait le choix de l'allaitement maternel de vraiment allaiter, en tout cas au début, c'est quelque chose qui rentre dans les bonnes pratiques habituelles aussi. Oui, professeur Frange. Oui, je veux juste rappeler une petite nuance, parce que par allaitement mixte, on n'entend pas tous forcément la même chose, et les femmes n'entendent pas forcément la même chose que ce qu'on dit nous. C'est-à-dire qu'il y a allaitement maternel avec des compléments de lait maternisé. Ça, c'est une forme d'allaitement mixte, et je rejoins exactement ce que le professeur Mandelbrot a expliqué, en sens qu'on n'est pas très inquiet objectivement par cette alternance entre les deux laits. Et puis, il y a allaitement maternel avec des compléments d'alimentation solides, des bouillies, la diversification, etc. Et là, pour le coup, et on est d'accord, tout le monde, dans tous les pays du monde, même l'OMS est d'accord en Afrique subsaharienne pour dire que la diversification alimentaire, c'est-à-dire l'introduction des solides, doit être décalée à l'âge de 6 mois et pas avant. D'abord parce que le lait suffit largement à apporter au bébé tout ce dont il a besoin pour grandir. Et ensuite, pour éviter d'irriter, entre guillemets, prématurément l'intestin du bébé, et qui pourrait être une situation à risque de l'infecter. Donc, l'introduction des compotes, compléments de céréales, purées, tout ce que vous voulez, pour le coup, pas avant l'âge de 6 mois. Ça, on est absolument tous d'accord, quel que soit le pays du monde. Par contre, on est relativement tranquille pour l'allaitement mixte au sens lait maternel plus lait maternisé. On va vers la fin de cette émission, mais je voudrais lancer un sujet, surtout par rapport à la discussion qu'il y a eu tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut faire contre la stigmatisation? Pourquoi on parle encore en 2026 de stigmatisation? Un des instruments de notre côté, par exemple, c'est indétectable égale intransmissible. Un concept que depuis la vie suisse est encore très difficile à passer, surtout au niveau de la population générale, mais pas seulement. Des dernières enquêtes comme VESPA 3, ils nous dévoilent que même chez les personnes séropositives, ce concept n'est pas clair. Qu'est-ce qu'on fait au niveau médical, sachant que cette I égale I ne s'applique toujours pas à l'allaitement maternel? Du coup, si on fait un pas en avant, un pas en arrière,
On ne sait pas trop comment s'y prendre par rapport à ce concept, qui est un instrument de notre côté contre la stigmatisation, mais qu'à ce moment des recherches, on ne peut pas appliquer à l'allaitement. Enfin, je suis complètement d'accord avec vous, mais on a quand même tendance, quand on dit actuellement, c'est ce qu'on dit par rapport à l'allaitement, on dit simplement qu'on veut le confirmer dans le domaine de l'allaitement, que I égale I, que dans la transmission sexuelle, ça marche mieux que le préservatif, qu'il y a 0 transmission pendant la grossesse et l'accouchement, et qu'on pense que c'est pareil pour l'allaitement quand c'est fait dans de bonnes conditions. Voilà, il faut être assez clair là-dessus. Connaître ses limites, dire qu'on ne sait pas tout et qu'on doit continuer à le vérifier, ça ne veut pas dire qu'on est ambigu ou ambivalent par rapport à cette notion de I égale I. Tout à fait. Ouais, je suis d'accord, je pense que le stigma, le tabou va, dans mon expérience, au-delà du I égale I, puisque quand on parlait tout à l'heure du fait que les patientes ne souhaitent pas divulguer le statut, au contraire, souvent, c'est parce qu'elles sont tout à fait persuadées du I égale I sur le plan sexuel, et que donc elles savent qu'elles ne mettent pas en danger leur partenaire. Ça, elles en sont absolument persuadées, mais qu'en revanche, le stigma, il porte sur le mode d'acquisition. C'est-à-dire que si leur partenaire apprend ce qu'elles ont, il va se poser des questions sur comment est-ce qu'elle l'a attrapé. Est-ce que ça veut dire qu'il y avait eu des comportements à risque ? Et c'est vraiment plus le passif, l'histoire de la patiente qui porte ce tabou, que le fait actuellement de pouvoir transmettre une maladie avec laquelle finalement elles sont assez apaisées, puisqu'elles ont compris qu'elles vont avoir une santé qui est identique aux femmes séronégatives à condition de prendre leur traitement, et qu'elles n'ont aucun risque de transmettre à leur enfant, puisque le I égale I au cours de la grossesse, en tout cas, il me semble être très bien placé dans les informations pour les femmes qui vivent avec le VIH et qui le connaissent déjà. Pas encore, malheureusement, c'est pas encore pas assez, pas suffisamment. Oui, mais je pense que c'est assez répété. C'est aussi, comme on l'a dit, toute l'historique fait que plein de représentations, et ça prend des années. Moi, quand je dis souvent aux patients, on aura beau vous dire et vous donner toutes les informations, c'est avec le temps aussi que vous allez accepter, que vous allez vous rendre compte que vous allez bien, que vous allez vous rendre compte que les projets continuent, et qu'au final, oui, il y a une pathologie chronique, mais qui est bien contrôlée, et que vous vivez finalement votre vie avec, et c'est vraiment vivre avec le VIH, mais sans forcément bloquer leur projet de vie. Et moi, je pense que pour aussi stopper, je trouve toujours très paradoxal, c'est qu'à la fois, on a nos patients qui nous rapportent toujours une stigmatisation qui reste quand même très présente, qui varie quand même en fonction des milieux, mais à la fois, alors les comportements sexuels à risque, parce que nous, dans notre hôpital, on s'occupe aussi des gens qui ont des rapports non protégés et qui consultent, notamment pour prendre le traitement post-exposition. Nous, on en a de plus en plus. Donc, à la fois, les gens stigmatisent autant les patients qui ont le VIH, mais à la fois, ils ont plus peur du VIH, qui fait qu'ils se protègent de moins en moins. Donc, je pense qu'il y a tout aussi une discussion à faire sur... discuter de la sexualité, en fait. Je pense que le VIH, c'est aussi tabou parce qu'on parle de sexualité à la fois non protégée, et c'est toutes les représentations qu'on se fait de tout ça. Et plus on parlera de sexualité, de santé sexuelle, plus je pense que les pathologies liées à la sexualité deviendront moins tabous. Je vais vous laisser avec une dernière question pour tout le monde. On a beaucoup parlé des patients, mais les autres professionnels de santé, à votre avis, on sait qu'il y a des professionnels de santé qui ne sont pas complètement informés sur, par exemple, ces cas spécifiques sur les réco par rapport à l'allaitement. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire ? Comment vous leur passerez les messages, sachant que vous êtes obstétricienne, pédiatre, vous intervenez dans des milieux différents. Qu'est-ce que c'est la chose plus forte à dire à vos confrères ? Alors, vous avez raison, il se trouve qu'on est 4 professionnels de santé de 4 hôpitaux différents, mais tous les 4 d'abord dans des hôpitaux qui suivent un nombre très important de femmes vivant avec le VIH d'une part, et qui sont très moteurs dans les projets d'allaitement. Et dans un certain nombre de structures parfois plus petites, parce que c'est, comme vous avez vu, c'est un process un peu
complexe à mettre en place, l'accompagnement des femmes qui souhaitent allaiter, enfin, il faut un suivi renforcé de la femme, qu'il y ait un pédiatre disponible qui s'engage, etc. Donc c'est parfois un peu compliqué pour des structures hospitalières ou des maternités plus petites ou un peu plus loin de ces recommandations qui suivent moins de femmes, etc. Le premier message, avant de parler des professionnels de santé, il va être pour les femmes, celles qui nous écoutent. Si vous êtes suivi dans une structure où on ne vous parle pas d'allaitement et que c'est votre souhait, pendant la grossesse, parlez-en, posez la question de pourquoi vous ne m'en parlez pas, est-ce que ça peut être possible pour moi ou pas, et qu'on vous explique pourquoi. Et n'hésitez pas, on ne vous regardera pas de travers, ou en tout cas vous méritez d'avoir les réponses à ces questions si c'est votre souhait d'allaiter a priori. Et même si ça n'était pas possible, qu'on vous explique pourquoi. Et si c'est possible, qu'on vous explique comment ça va se passer. Il est possible que la structure vous dise, là c'est un peu compliqué de vous accompagner pendant l'allaitement, mais c'est pas très grave parce que d'autres structures aussi peuvent le faire. Moi ça m'arrive de suivre des enfants dont les mamans étaient suivies pendant la grossesse dans des maternités beaucoup plus petites et où il n'y a pas de pédiatre, par exemple, pour les accueillir. Et c'est pas grave, on s'arrange. Et voilà. Mais en tout cas, vous méritez d'avoir les réponses à vos questions. Et pour les professionnels de santé, que ce soit, on a parlé des PMI, mais en fait, il y a un grand nombre de professionnels de santé qui ne connaissent pas bien. Je pense que tous, à notre manière et dans des occasions diverses, on essaye de les informer, de les former autant que possible à ces recommandations, la raison d'être de ces recommandations, comment les décliner dans leurs hôpitaux. Oui. Donc ça veut dire qu'on se déplace, on fait des actions de formation et d'information. Oui.